bienvenue sur Média. La fête de la musique, c'est lui. Le Grand Louvre, c'est lui. Le prix unique du livre, les radios libres, c'est encore lui, tout comme les Journées du patrimoine ou encore l'Opéra Bastille et j'en passe. Son nom, en France, reste associé à la culture dont il fut l'un des ministres les plus emblématiques. Jack Lang est aujourd'hui notre invité. Bonjour Jack Lang. Bonjour. Vous nous répondez depuis l'Institut du monde arabe à Paris, que vous présidez depuis 2013. Vous venez de publier, avec Frédéric Martel, une révolution culturelle aux éditions Bouquin, un ouvrage foisonnant, compilation de notes, d'archives, d'échanges avec le président de l'époque. Car il y a tout juste 40 ans, François Mitterrand arrivait au pouvoir en France et avec lui, le jeune ministre de la Culture que vous étiez. Est-ce cet anniversaire qui vous a poussé à publier cet ouvrage ? C'est une initiative de Frédéric Martel et de la collection Bouquin. Ils se sont proposés de réunir une partie de mes archives et je leur ai répondu naturellement oui, faites ce que vous voulez. Ils ont eu pleine liberté de choisir. Ils auraient pu publier 4 tomes. Ils ont publié ce livre qui est déjà très imposant. Je crois qu'il y a 1200 ou 1300 pages. Et je crois que c'est très intéressant parce que ça raconte un peu la genèse des différentes actions, les difficultés, les obstacles, les combats. Et voilà, je trouve que Martel a fait un très bon travail. Pourquoi, Jack Lang, ce titre de révolution culturelle? L'idée, quand vous arrivez rue de Valois, c'est de décloisonner la culture pour tous, toutes les cultures, du rock, en passant par la BD, par le cirque, c'est ça l'idée? Oui, il disait que finalement, il fallait changer profondément les règles du jeu, changer profondément la donne, j'allais dire renverser la table et concevoir une politique extrêmement ambitieuse, dotée de moyens financiers convenables et surtout permettant, je dirais, à travers tout le pays, pas seulement à Paris, à travers tout le pays, dans les villes, les villages, de faire surgir des lieux de vie et de rencontres, cinéma, bibliothèque, librairie, centre d'art, lieux de spectacle. Quand vous repensez à tout ce que vous avez accompli, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? C'est le livre, c'est la fête de la musique, c'est les grands travaux? Le mot fierté ne me convient pas. Ce qui me donne un peu de bonheur, c'est le fait que le mot culture, tout simplement, qui naguère était synonyme d'ennui et qui généralement sur les visages, provoquait une sorte d'indifférence ou de réserve forte. Aujourd'hui, quand on dit culture en France, et je pense dans beaucoup de pays, c'est un sentiment au contraire de joie, de bonheur, de plaisir. Alors la culture a payé et continue de payer encore un très lourd tribut à la crise sanitaire. Comment est-ce que vous avez vécu ces 14 derniers mois durant lesquels les arts, la musique, les cinémas, les théâtres, les musées ont été considérés comme non essentiels? Tristement. Et surtout, je l'ai vécu en me mettant à la place des créateurs, des cinéastes, des artistes, des écrivains, bref, de tous ceux qui, pendant cette période, n'avaient plus la possibilité d'accéder à un public. Et aujourd'hui, la situation n'est pas facile, malgré les efforts incontestables que le gouvernement a réalisés pour aider les entreprises culturelles, publiques ou privées, et soutenir certains artistes. Néanmoins, il va falloir du temps pour recréer et reconstruire. Et vous avez plaidé tout au long de cette crise pour un New Deal de la culture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, écoutez, j'ai prononcé ce mot avant même que M. Biden soit élu président des États-Unis. Je l'ai emprunté à Roosevelt, qui, pour lutter contre la crise épouvantable qui frappait les États-Unis en 1929, a proposé ce qu'il a appelé un New Deal, c'est-à-dire une nouvelle donne, une nouvelle politique dans tous les domaines, dans le domaine social, dans le domaine économique, et on ne le sait pas assez, dans le domaine culturel. Et à l'époque, Roosevelt a pris des décisions pour aider les artistes qui se trouvaient dans la misère, et cela a eu des conséquences très importantes pour la suite. C'est à partir de là que progressivement les États-Unis ont conquis une place prééminente sur le plan culturel dans la vie mondiale. Alors, donc, je souhaiterais que, en France ou ailleurs d'ailleurs, on puisse
à partir de ces difficultés, disons plutôt qu'on cherche à transformer ces difficultés en tremplin pour imaginer d'autres politiques, pas seulement pour la culture d'ailleurs, mais aussi pour l'éducation, pour l'enseignement supérieur et pour la recherche scientifique. Ce sont des sujets avec lesquels vous échangez avec le président de la République ? Ça arrive, oui, en effet. D'ailleurs, je crois que dans le livre dont vous parlez, le livre Révolution culturelle, il y a une lettre dans laquelle je lui suggère cette idée. Vous êtes depuis plus de 8 ans, Jack Lang, le président de l'Institut du monde arabe, l'IMA qui rouvre ses portes dans quelques jours, le 19 mai, avec une formidable exposition, on en a parlé sur Média Radio, une exposition événement sur les divas du monde arabe, d'Oum Kalthoum à Dalida. Ah oui, c'est un voyage magique, un voyage merveilleux à travers ces fantastiques histoires ou ces fantastiques sagas des divas du monde arabe, Fayrouz, évidemment, Kalthoum, Warda et quelques autres. C'est à la fois des films, ce sont des musiques, des chants, des voix. C'est aussi l'histoire d'une grande émancipation de ces femmes. Et je pense que cette exposition aussi a une force très contemporaine. On est admiratif de ces femmes qui ont réussi à s'affranchir des règles que leur imposait une société, je dirais, conservatrice. Alors, à quelques jours de la réouverture de l'Institut du monde arabe, est-ce que tout est prêt pour accueillir le public ? Tout est prêt. Tout est prêt. Avec un protocole sanitaire très strict ? Ah oui, oui, bien sûr. Alors, nous respecterons bien sûr les règles. Dans un premier temps, seulement 30% de la capacité, puis ensuite 50%, puis après 100%. Nous sommes patients. On va y arriver. Et par ailleurs, se prépare un mois de juin qui, dans le domaine des films, des concerts, des colloques, sera comme une sorte de festival permanent sous le nom de Arabofolie. Alors, on va parler d'un autre événement très attendu. Ce sera à l'automne prochain une histoire des Juifs d'Orient avec la participation du Maroc. Oui, c'est un événement, je crois, très important. C'est même une première mondiale, cette exposition. Moi, j'ai souhaité depuis toujours, en tout cas au moins depuis que je suis à la tête de l'Institut, faire que chacune des grandes religions qui ont été présentes sur ces terres, aujourd'hui principalement terres d'islam, puissent bénéficier d'une mise en exergue. Nous avons organisé un grand événement sur le Hajj et sur le pèlerinage de la Mecque, un autre sur les chrétiens d'Orient, et le jour était venu d'organiser en effet une grande exposition sur l'histoire plurimillénaire des Juifs en Orient. Et comme tout à l'heure vous l'avez rappelé, le Maroc en fera pleinement partie. Alors Jack Lang, on sait votre attachement avec le Maroc, vous y venez souvent, peut-être un petit peu moins ces derniers temps, pandémie oblige. Quel regard portez-vous sur la politique culturelle initiée dans le royaume, notamment la valorisation du patrimoine avec la réhabilitation des médias ou encore la politique muséale ? Non, le Maroc a accompli depuis plusieurs années une politique tout à fait remarquable. Il y a la volonté d'abord de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui est un homme érudit, passionné, qui aime profondément l'art et la culture. Il a donné au Maroc une impulsion tout à fait nouvelle. Il a fait appel à des personnalités qui ont pu servir cette ambition. Je pense à Mehdi Kotbi, à la tête de la Fondation nationale des musées, entouré d'une excellente équipe. Et un peu partout à travers le Maroc s'ouvrent des musées, des centres d'art, des bibliothèques. Et c'est réjouissant. Et puisque vous parlez du patrimoine, on ne peut pas ne pas être impressionné par l'effort qui est engagé par le royaume pour restaurer les quartiers anciens, dans le domaine du patrimoine juif, les synagogues, les cimetières et d'autres lieux liés à la présence du judaïsme juif. Et puis, il y a cette décision qui a été prise par Sa Majesté d'ouvrir un musée du judaïsme à Fès, sans compter
cette autre décision, je trouve tout à fait remarquable, l'introduction d'un cours ou d'enseignement sur l'histoire du judaïsme dans les manuels scolaires. Le Maroc qui a décidé dès l'été dernier, en juillet, au mois d'août, de rouvrir ses musées, c'est dire l'importance de la culture ici? Oui, le Maroc a été à l'avant-garde. D'abord, c'est lié à la maîtrise par le royaume de l'épidémie. Au Maroc, on a su peut-être mieux qu'ailleurs, par une politique des masques, de la prévention, maîtriser le virus beaucoup plus que dans les autres pays. Et aujourd'hui, la vaccination avance, elle atteint des taux parfois supérieurs à celle des pays européens. Donc c'est une affaire qui a été magnifiquement conduite par le roi du Maroc. Merci Jack Lang d'avoir été avec nous. On espère vous voir très vite en présentiel, peut-être sur ce plateau. Croyez-moi que je suis impatient. Le Maroc me manque. Vraiment, j'ai un réel manque. Et je me dis chaque jour, quand pourrais-je venir au Maroc? Le Maroc fait partie de moi-même. Et donc, je suis un peu déchiré en ce moment. Réouvrez vos frontières dès que vous le pourrez. Alors, on croise les doigts, on vous attend très vite, notamment ici, dans cette belle ville de Tanger. Merci Jack Lang d'avoir été avec nous. Très belle suite des programmes sur Média.